La première ministre de l'Alberta a dû marcher sur une corde raide lors du congrès annuel de son parti ce week-end dernier. Son objectif, tenter d'apaiser la frange indépendantiste du Parti conservateur uni, tout en vantant son nouvel accord énergétique avec Ottawa, signé la semaine dernière avec le premier ministre Mark Carney. Danielle Smith avait qualifié cette entente de nouveau départ entre le gouvernement fédéral et l'Alberta, mais elle a été huée lorsqu'elle a tenté de vendre cet accord aux fidèles de son parti. Pour mieux comprendre comment cet accord est perçu en Alberta, je reçois Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Monsieur Boily, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, ce n'est donc peut-être pas la réaction que la première ministre Smith espérait voir de la part des membres de son parti. Pourquoi cet accord avec Ottawa ne reçoit-il pas un accord plus favorable au sein de son parti? Parce que c'est très difficile de satisfaire cette frange indépendantiste ou souverainiste ou même séparatiste. Pour eux, Ottawa a constamment trahi l'Alberta et par conséquent, ils ne font pas confiance à Ottawa. Et même s'il y a un nouveau premier ministre en poste avec Mark Carney qui tranche avec ce que faisait Justin Trudeau, on ne lui fait pas encore confiance. On pense que c'est encore des artifices utilisés par le gouvernement fédéral pour apaiser l'Alberta, pour lui laisser entendre que on va pouvoir développer l'industrie des sables bitumineux et l'économie albertaine comme on l'entend, mais que fondamentalement, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un peu paradoxal parce que les sondages, ou en tout cas le sondage qu'on a pu voir, Angus Reid laisse entendre que du côté de la population en général, la population albertaine, l'accord est plutôt accepté, largement accepté, et il y a moins d'opposants. Mais ces opposants-là se retrouvent principalement, et peut-être exclusivement d'une certaine façon, du côté des conservateurs unis, et ils se font entendre et ils se font voir. Et c'est pourquoi ils ont hué Danielle Smith en laissant entendre que finalement cet accord-là n'était pas un nouveau départ, mais tout simplement la continuation de ce qu'on avait depuis, ou ce qu'on a depuis 2015 avec les libéraux au gouvernement fédéral. Restons-en à l'accord justement pour un instant. L'un des nombreux obstacles potentiels qui restent à surmonter pour la construction d'un éventuel pipeline, c'est bien sûr l'opposition de la Colombie-Britannique. Le premier ministre de la province, David Eby, se dit maintenant ouvert à un nouveau projet de pipeline qui traverserait la Colombie-Britannique, mais il tient à ce que l'interdiction des pétroliers soit maintenue. Comment est-ce que cette offre de compromis serait-elle reçue en Alberta? Pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas reçu comme une offre de compromis, mais plutôt comme une façon pour David Eby de montrer qu'il est ouvert, mais que tant qu'il maintient qu'il doit y avoir une interdiction pour les pétroliers le long de la côte ouest, que ça laisse entendre tout simplement qu'il n'est pas intéressé. C'est intéressant de voir la réaction de David Eby parce que lui aussi est coincé dans ce dossier-là. Il ne peut pas simplement s'opposer ou se cantonner dans une position d'opposition. Donc, il essaie de trouver une voie de sortie, ou bien en parlant de l'élargissement du Trans Mountain, ou bien là, en laissant entendre qu'il sera ouvert à certaines discussions pour le passage d'un pipeline. Mais c'est justement aussi ce qui fait du côté albertain douter des véritables intentions du gouvernement fédéral en raison de cette opposition-là de la Colombie-Britannique. Ceux qui pensent que c'est une mauvaise entente ou que c'est une entente tout simplement qui vaut seulement le papier sur lequel elle est écrite. Donc, on laisse entendre que l'opposition de David Eby fera finalement avorter le projet, sans compter qu'il faut aussi trouver un ou des promoteurs privés qui sont prêts à poursuivre le projet et à s'entendre aussi avec les Autochtones de la côte ouest. Ça fait beaucoup d'obstacles et c'est ça qui fait douter les souverainistes indépendantistes ou séparatistes albertains. Ça fait quand même un certain temps, mais au mois de mai, l'Institut Angus Reid avait constaté, au moyen d'un sondage, qu'au moins un tiers des Albertains étaient favorables à un vote pour quitter le Canada. Ce chiffre était passé à 65 % parmi les électeurs du Parti conservateur uni. Dans quelle mesure est-ce que l'accord conclu la semaine dernière, selon vous, ça pourrait apaiser ce sentiment en Alberta?
Pour le moment, ça peut l'apaiser ou apaiser certains partisans. C'est vrai que certains se sont fait entendre là, de manière très voyante et très vocale lors de l'Assemblée générale des conservateurs unis cette fin de semaine. Mais en même temps, on peut penser que dans la population générale, si certains lorgnaient du côté d'une Alberta indépendante ou séparée du Canada, que là, peut-être que ça va faire vaciller leur foi indépendantiste ou souverainiste. Le problème, encore là, et j'y reviens, c'est que pour les conservateurs unis, et le problème pour Daniel Smith tout particulièrement, c'est que cette opposition-là se fait entendre à l'intérieur du Parti conservateur uni. Et donc, même si elle n'a pas un poids aussi important dans le reste de l'opinion publique, ça peut influencer les décisions de Daniel Smith. Ça peut faire en sorte que du côté de cette opposition-là, on manifeste une grogne de plus en plus importante. Une grogne qui avait emporté, il faut s'en souvenir, le précédent chef conservateur uni, à savoir Jason Kenney. Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Donc, ce qu'il faut surveiller présentement, c'est, oui, il y a eu un protocole d'entente, une entente, mais est-ce que les choses vont évoluer, disons, pour Daniel Smith dans la bonne direction, à savoir un prometteur privé, la possibilité de voir une construction débuter d'ici quelques années et les moindres retards ou les moindres difficultés vont être interprétés par ceux qui sont contre l'entente comme étant une preuve que l'entente finalement ne valait pas plus, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le papier sur lequel elle est écrite. Il nous reste seulement 30 secondes, mais Mme Smith a quand même reçu une ovation debout lors du Congrès samedi, lorsqu'elle a annoncé son intention de bloquer le programme de rachat d'armes à feu d'Ottawa dans sa province. Qu'est-ce qu'on doit penser du fait qu'elle soit prête à ouvrir ce nouveau front de bataille avec Ottawa si peu de temps après l'accord? On peut bien avoir un protocole d'entente avec Ottawa, mais on ne peut pas baisser les bras. N'importe quel premier ministre ou première ministre en Alberta doit continuer la lutte sur quelque front que ce soit. Et c'est pourquoi, là, Daniel Smith, il va sur ce dossier-là des armes à feu qui touche une corde très sensible du côté des partisans conservateurs unis. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à voir Daniel Smith baisser les bras devant Ottawa. Elle va continuer, je reprends son expression, d'avoir les coudes quand même élevés contre Ottawa. Frédéric Boily, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée.